Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je passe rapidement sur le programme de la matinée. Effectivement, un aperçu historique sur le sujet. Alors, la méthode est très simple. C'est que je suis allé voir dans la base de données PubMed, depuis le début, les premières publications sur chacun des aspects des relations santé-environnement dans les écoles. Et donc, les mots-clés que j'ai utilisés pour cette recherche, vous les voyez, enfants, école, environnement ou pollution de l'air, et de toute façon, santé. Alors, dans le domaine de la pollution de l'air, j'ai repéré en 1967 cette étude qui a été faite en Grande-Bretagne, à Sheffield, dans 4 écoles différentes, et les écoles avaient été sélectionnées sur la proximité avec des stations de mesure de la pollution de l'air. Il y avait même dans une école, la station était dans l'école elle-même. Et donc avec des questionnaires administrés aux parents dans l'école et des mesures de souffle. Alors ce qui est particulier dans cette évolution chronologique, vous voyez, 1965, et puis il y a tout de même une très longue période jusqu'au début des années 90, ou au milieu des années 90, durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose. Et c'est effectivement vers l'année 1995 que les études de série chronologique ou série temporelle ont permis de mettre en évidence, grâce à la collection d'un très grand nombre d'informations, à la fois sur l'exposition et sur les événements sanitaires, de mettre en évidence des relations très fines entre l'exposition et l'impact sanitaire, et de travailler non plus tellement en matière de risques relatifs ou d'autres ratios, mais de risques attribuables, ce qui a eu un impact tout à fait considérable sur les politiques publiques et aussi sur l'appréhension du phénomène par le grand public. Alors, dans cette période, justement, des années 70 et même des années 80, on a des témoignages qui nous disent que, notamment l'enquête PARC, que vous la connaissez peut-être pas, moi comme pneumologue je la connais, c'est l'enquête pollution atmosphérique et affection respiratoire chronique, qui a été faite dans les grandes villes françaises au milieu des années 70, vis-à-vis de l'asthme et puis ce qu'on appelait à l'époque la bronchite chronique, qui est devenue depuis la BPCO, et les taux moyens de polluants atmosphériques, enfin ceux qu'on mesurait à l'époque en tout cas. Et on voit bien qu'à l'époque, le focus était vraiment sur les pollutions industrielles, et un petit peu sur le chauffage, et qu'on arrive à dire que les effets sanitaires de la pollution atmosphérique ne constituent pas un enjeu de santé publique. Alors c'est un peu la même chose aux États-Unis. Et vous voyez, sous la plume de Aaron Bowis, dans Nature, et Aaron Bowis, c'était pas n'importe qui, puisqu'on voit sur la droite une page du New York Times en 1978 qui annonce le décès de Aaron Bowis. Ici, bon, c'est pas ce personnage-là, mais voilà son avis de décès, expert on lungs. Et Aaron Bowis dit la même chose, hein, il dit que des mesures fines de la fonction respiratoire ne montrent pas de différence entre le milieu rural et une petite ville industrielle, dans le Connecticut, mais aussi que de façon plus générale, on n'a pas démontré que des concentrations plus importantes de polluants ont un effet marqué sur la fonction respiratoire, et que si les pics de pollution peuvent être dangereux, eh bien, le contrôle de la pollution atmosphérique extérieure n'est pas une priorité dans la prévention des maladies respiratoires chroniques. Voilà, alors durant ces années 80, par contre, il y a un domaine qui a complètement explosé, c'est celui des maladies allergiques.
avec en 1967 la démonstration que l'allergie à la poussière est portée par les acariens de la poussière de maison, et on le doit à des scientifiques néerlandais, Voorhoost et Frank Spieksma. La découverte a été faite en 1967, mais la publication date de 1968. Et en même temps, vraiment, en 1967, deux groupes de scientifiques, au Japon, les époux Ishizaka, et en Suède, Gunnar Johansson, et un autre collègue aussi qui fait partie de la publication, ont découvert le mécanisme des réactions allergiques qu'on appelle immédiates, qui est due à la présence dans le sang et sur les cellules aussi d'une classe d'immunoglobulines particulière qui a été dénommée IgE. Et puis, quelques années après, des scientifiques travaillant aux États-Unis, Martin Chapman, qui est proprement américain, et puis Tom Platt-Mills, qui est un Anglais qui s'est expatrié en Virginie, aux États-Unis, ont réussi à caractériser un premier allergène majeur des acariens qu'ils ont appelé AGP1, puis qui aujourd'hui s'appelle DERP1, puis aussi DERF1 pour Dermatophagoides farinae. Et cette technique a bouleversé l'appréhension de la mesure des allergènes dans l'environnement, parce que désormais, il a été très facile de quantifier sur la poussière de maison, une fois tamisée sur la poussière fine, on a pu mesurer la puissance antigénique vis-à-vis de différents allergènes. Et c'était aussi scientifiquement beaucoup plus attractif, puisque autrefois, on comptait les acariens, ça s'exprimait comme ça, nombre d'acariens par gramme de poussière de maison. Mais on voit bien que ça n'était pas un bon indicateur, puisque la majorité des allergènes ne sont pas sur les acariens, ils sont sur les déjections des acariens. Donc c'est une façon d'exprimer les résultats beaucoup plus pertinente. Et alors dès lors, il y a eu une floraison d'études, notamment dans les écoles. Là, j'ai retrouvé celle-ci qui date de 1986, dans les écoles élémentaires. Et puis, il y a aussi des relations avec la santé. Et cette très belle étude, par exemple, très belle étude suédoise, la Suède a cette particularité que l'air est sec, et donc les acariens ne se multiplient pas. Et comme les allergiques sont impatients de se sensibiliser vis-à-vis d'un allergène, quand ils ne trouvent pas les acariens, ils cherchent un autre allergène. Et là, ils ont trouvé les animaux de compagnie. Et donc l'allergie aux animaux de compagnie, notamment aux chats, joue un rôle extrêmement important dans les pays scandinaves. Et cette étude a pu montrer que le fait d'être assis dans la classe à côté d'un camarade qui a un chat à son domicile fait que on se sensibilise plus facilement vis-à-vis de cet allergène, et on développe de l'asthme. Donc ces études ont montré qu'il y avait une prévalence de l'asthme qui était liée à la proximité du siège d'un enfant qui au départ n'était pas ni allergique ni asthmatique vis-à-vis de ses petits camarades, et ça aboutit à ce qui peut paraître un peu excessif, mais au fait de se changer dans les écoles pour les enfants qui ont des animaux à la maison, de mettre une blouse et de laisser ces vêtements, de ne pas les faire pénétrer dans l'école. Voilà, alors autre domaine, celui des moisissures de l'environnement. J'ai repris sur la gauche de la figure toute une série de méta-analyses qui ont été publiées essentiellement au cours des années de 2005 à 2012 par des auteurs différents, mais qui reprennent un peu les mêmes études, et sur des outcomes comme l'asthme, les sifflements dans la poitrine. Des moisissures visibles, on a ces boîtes à moustaches avec ces odorations,
et leur intervalle de confiance à 95%, qui montre que la plupart des études ont montré effectivement une association entre la présence de moisissures et au moins la moitié de ces études ont été faites dans les écoles par la présence de moisissures dans les locaux scolaires. Et alors sur la droite, vous voyez l'évolution chronologique de ces publications qui est tout à fait frappante. Bon, bien sûr, l'échelle n'est pas la même que sur les graphiques précédents, puisqu'on remonte à 1925. Mais enfin, il y a eu véritablement une explosion des publications, et notamment à partir du début des années 2000 ici, pour lesquelles je n'ai pas d'explication vraiment claire. Enfin, autrefois, on mettait tout ça sur le dos des acariens de la poussière de maison, et évidemment, les deux sont liés, puisque c'est l'excès d'humidité qui favorise la multiplication de ces deux aérocontaminants. Alors, une hypothèse peut-être, c'est les crises énergétiques qui se sont succédées à partir des années 70, qui ont entraîné un calfeutrage, un renouvellement de l'air insuffisant, et donc une tendance au développement de ces moisissures. Voilà, et on arrive maintenant alors dans l'époque récente avec la pollution chimique dans les écoles. Enfin, pas si récente que ça, parce que j'ai retrouvé une vieille étude, mais qui est en allemand et qui n'a pas de résumé, donc je ne peux pas en dire davantage, mais c'est une étude de précurseur, quand même, du formaldéhyde dans les salles de classe de 1984. Et puis alors, beaucoup plus récemment, ici en bas à droite, des études qui ont mesuré, qui ont dosé les perturbateurs endocriniens dans les salles de classe et qui les ont mis en relation avec le risque de développer l'asthme ou le risque de surpoids chez les enfants. Et alors pour terminer avec ce panorama, cette étude du groupe de Bert Bruncrief à Utrecht, qui se relie directement au sujet dont on va discuter aujourd'hui. Donc cette étude a été publiée en 2001, mais il y a déjà une publication du même groupe en 1997. Et vraiment, quand on relit cette étude, on voit qu'elle a été faite vraiment dans l'idée qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire que les auteurs ont été sélectionnés des écoles du fait de la proximité avec les grands axes routiers. Ils ont montré une association à la fois avec les symptômes respiratoires et avec les chiffres spirométriques mesurés chez ces enfants. Voilà, et alors pour conclure ce bref panorama, oui, je dirais que les écoles ont été longtemps terrain d'expérimentation plutôt que lieu d'exposition. Je veux dire que bien sûr, on s'intéresse à l'exposition des enfants au plan respiratoire, parce que c'est l'époque de leur vie où les alvéoles pulmonaires se multiplient. C'est une époque particulièrement sensible. Mais enfin, il faut dire aussi que c'est un échantillon commode. Et en France, depuis 1996, le service militaire n'est plus obligatoire. Donc on n'a pas moyen d'avoir d'autres échantillons représentatifs de la population. Et je crois que c'est ce qui a fait un peu le succès des enfants, mais en particulier, ce sont en général les classes de CM1, CM2 qui sont nos cibles particulières, parce que justement elles sont représentatives de la population générale. Alors le point sur lequel j'ai insisté aussi dans cet exposé, c'est qu'en matière de pollution atmosphérique, vous avez vu que l'intérêt de la communauté scientifique a été peu développé durant une vingtaine d'années. Justement parce que tenaient sur le devant de la scène des maladies infectieuses, à la fois des maladies bactériennes comme la diphtérie ou la tuberculose, et puis des maladies virales comme la poliomyélite par exemple. Et on voit bien en lisant les publications pédiatriques, le sommaire des journaux pédiatriques de cette époque, ce qui écrasait vraiment toutes les préoccupations des pédiatres. Et puis, enfin, on voit que l'intérêt pour les problèmes sanitaires ne tient pas seulement aux réalités biologiques,
mais à des développements méthodologiques, épidémiologiques. Et encore une fois, ces études de séries temporelles ont vraiment bouleversé l'appréhension que l'on a eue depuis vis-à-vis de ces phénomènes de pollution atmosphérique. Et puis, il y a aussi des influences sociétales qui sont indiscutables. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Denis pour ce panorama historique qui montre effectivement que au départ on s'en préoccupait peut-être pas assez de la qualité de l'air et de la santé, mais heureusement c'est aujourd'hui reconnu comme une problématique de santé publique et on voit qu'il y a passage à l'action et c'est bien ce que nous allons illustrer tout au long de ces 2 jours.